La visite du site exceptionnellement commenté par l'éminent archéologue M. Gaëtan Congès devait faire l'objet d'un documentaire de qualité, mais nous en avons été empêchés par une catastrophique panne de batterie. Bien que conscient que rien ne remplacera jamais les commentaires de M. Congès, nous avons néanmoins l'intention de retourner sur le site pour faire des raccords afin de pouvoir présenter un document exhaustif. Donc, comme on dit sur les panneaux indicateurs, vous êtes ici, près de la tour des 1. Et donc, vous êtes devant les remparts d'Entremont, qui est la première ville d'Aix, on peut dire, qui s'est installée sur ce plateau dans le courant du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a vécu ici jusqu'au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc une durée de vie très courte, ce qui fait tout l'intérêt de ce site, qui pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, sur le plan de la chronologie, seulement pas pour l'aspect très spectaculaire de l'Estie, mais pour la chronologie, a joué un peu le rôle d'une Pompéi de la Provence. Je m'explique. Et bien sûr, il n'y a pas de Vésuve à Péricard, mais comme vous le savez, Pompéi est un site très précieux, puisque pour les archéologues, on a la certitude que ce qui est à Pompéi ne peut pas être postérieur à 79 de notre ère. Tout a été recouvert par les cendres du volcan. Et c'est une opportunité qui est exceptionnelle, parce que la plupart du temps, les sites, notamment les sites urbains, les sites qui sont habités, sont constamment réoccupés, transformés, on repioche dedans, on réutilise les matériaux pour faire des nouvelles maisons. Enfin bon, c'est la vie de toute ville. Hein. Mais du coup, ça complique beaucoup le travail des archéologues, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de remaniements. Or, une ville qui dure moins d'un siècle, c'est un cadeau exceptionnel. Mais ce cadeau, pendant longtemps, a été assez mal utilisé parce qu'on a voulu considérer justement que, comme on a un texte, plusieurs textes, latins, grecs aussi, qui nous disent que Entremont a été prise par les Romains en 193 avant Jésus-Christ, eh bien tout ce qui était ici doit être obligatoirement antérieur à 193. En faisant abstraction des réoccupations possibles, puisque là ce n'est pas un volcan qui a recouvert de 4 mètres de sédiments le site abandonné, mais c'est un site qui, après son éventuel abandon, s'est détruit peu à peu, un peu comme les maisons en ruine que vous pouvez voir dans la campagne. Et n'importe qui passe peut très bien perdre un objet 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Et donc, très rapidement, après cette interprétation, certains archéologues, notamment certains archéologues du Nord, je veux dire du Nord de la France, qui ont des chronologies parfois plus fines que nous pour la période gauloise grâce à la dendrochronologie, disaient mais c'est pas possible qu'il y ait tel type d'objet ici à Entremont, nous là-haut on les trouve à partir de 100, à partir de 90, et vous en avez Entremont, 120, c'est pas possible. Vous voyez, ça se joue sur 20 ou 30 ans, hein, c'est pas énorme, mais bon, pour cette période-là, ça commence à être quand même sensible comme différence. Et on s'est aperçu qu'en fait, les textes parlaient aussi d'une révolte des habitants de ce pays, donc les Saliens, d'une révolte des Saliens en 90 avant Jésus-Christ, et que cette révolte s'est soldée par une véritable guerre, puisque le consul de l'année 90 avant Jésus-Christ, un nommé Caelius, a eu droit au triomphe sur le forum de Rome. Le triomphe, ça voulait dire que c'était une grande cérémonie où le général vainqueur défilait avec ses troupes
un peu comme De Gaulle sur les Champs-Élysées en 1945, hein, voilà, c'était comme ça. Mais en plus, il y avait les trophées de guerre, c'est-à-dire tout ce qu'on avait pris aux ennemis, les armes, les boucliers et les esclaves qui se promenaient comme ça sur des chariots pour montrer que c'était une guerre profitable. Donc une véritable guerre que les premiers archéologues qui ont étudié Entremont n'ont pas utilisé dans leur tentative de chronologie, tellement persuadés que la guerre de 123 avant Jésus-Christ mettait un point d'arrêt à la fréquentation du site et qu'en 90, c'était une affaire anecdotique. Et donc nous, on s'est aperçu que utiliser cette révolte de 90 et la guerre qui s'en est suivie permettait de réintégrer dans une histoire plus cohérente ces éléments chronologiques qu'on datait plutôt de 190, 80 au lieu de 120. Voilà. Donc maintenant on peut dire que le site est occupé entre 150, 160 avant Jésus-Christ jusqu'à 90 avant Jésus-Christ, donc moins d'un siècle néanmoins. Ce qui lui laisse toute sa valeur pour comme exemplaire chronologique de ce qu'était une petite ville avant l'arrivée des Romains dans la Provence gauloise du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors pour comprendre cette histoire, il faut mettre en place les différents intervenants. Je vais le faire assez vite, après on va vraiment visiter. Il y a grosso modo, il y a trois intervenants, les Grecs, les Gaulois et les Romains. Les Grecs, c'est les Marseillais en fait, les Phocéens. Marseille est une grande ville antique qui est fondée en 600, enfin bref, on en parle beaucoup en ce moment. Et donc cette ville grecque avait un tout petit territoire qui était l'arrière-pays actuel de Marseille, en fait le territoire de la commune, grosso modo, plus Allo et Pont-de-Cluc, qui manque un peu dans la cuvette pour compléter le terroir marseillais. Peut-être aussi la Plaine-sur-Yvonne. Enfin voilà, grosso modo, c'était vraiment Marseille et les quelques communes du bassin dans lesquelles Marseille est installée. Donc Marseille très tôt a été en relation avec les populations de l'intérieur. C'était d'ailleurs très souvent la motivation de ces colonies, qui était de faire du commerce avec les populations des territoires où on s'installait. Et il y a plusieurs péripéties, parfois ça se passe très bien, comme l'installation proprement dite, que la légende de Protis Égyptis symbolise et idéalise sans doute un peu, ce qui est cette espèce de mariage, ça se passe très bien, le roi projette de marier sa fille, et puis le grec arrive juste à ce moment-là, comme par hasard, et puis donc elle doit offrir la coupe à celui qu'elle a choisi, et bon, comme le grec il est joli, elle lui offre la coupe, et donc la princesse gauloise épouse le chef de l'expédition grecque. Il y a eu des épisodes beaucoup plus conflictuels, et je passe sur les détails. Et pour dire que Marseille avait des relations très étroites avec une autre grande cité du monde méditerranéen, qui était plus ancienne qu'elle, qui est Rome, mais que Marseille était pendant longtemps, quand Rome était encore une petite cité, la protectrice de Rome, en tout cas l'allié privilégié. On en a deux exemples. Le fait que le sanctuaire d'Apollon à Delphes, c'est dans le trésor des Marseillais. Le trésor, en fait, c'était une espèce de petit temple dans lequel chaque cité de Grèce, du monde grec, qui venait faire ses dévotions à Apollon, entreposait les très beaux objets, les offrandes que la cité faisait aux dieux. Et donc les Romains, qui n'étaient pas des Grecs, mais qui tenaient quand même à honorer Apollon, utilisaient le trésor des Marseillais pour installer à Delphes leurs offrandes. Ça montre quand même des relations très étroites. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu dans les journaux, dans le cadre de Marseille 2013, le trésor des Marseillais sera exposé à la Vieille Charité à partir d'aujourd'hui, ça ouvre aujourd'hui, jusqu'au mois d'avril. Donc vous pourrez voir, non pas le temple lui-même, parce qu'il y a les sous-bassements, c'est pas confortable, mais tous les éléments de décor et les statues et les offrandes qui se trouvent normalement au musée de Delphes.
et à travailler charité dans la chapelle. Autre exemple de ces relations étroites, en 390, quand les Gaulois, lors de une de leurs descentes vers le sud, ont envahi l'Italie et ont pris Rome, le fameux épisode des oies, etc., des oies du Capitole. Les Gaulois ont demandé aux Romains, pour accepter de quitter la ville, de mettre dans une balance le poids en or de leur chef. Et les Romains n'avaient pas assez d'or, et c'est les Marseillais qui les ont aidés. Ils ont apporté l'or qu'il fallait. Donc, on ne sait pas combien ça représente, hein, on ne dit pas le poids, mais enfin il en fallait sans doute, mettons 10, 20, 30 kilos. Enfin, pour l'époque, c'était déjà beaucoup. Surtout si le chef il était en armes avec son épée. Je le soupçonne d'avoir fait ça. Il n'était pas tout nu. Un autre exemple aussi, lorsque Hannibal, lors de la première guerre punique, en 218 avant Jésus-Christ, entreprend de contourner, de prendre les Romains en revers en partant de l'Espagne, qui appartenait aux Carthaginois, pour passer les Alpes, enfin d'abord les Pyrénées, puis le Rhône, puis les Alpes, pour envahir l'Italie par le nord. Les Marseillais ont aidé les Romains à accueillir un groupe expéditionnaire qui a débarqué sur le Rhône et qui a obligé Hannibal à franchir le Rhône très au nord. C'est pour ça qu'il a été obligé de passer par des cols où ces éléphants ont eu des problèmes. Peut-être le Mont Genève ou dans ce coin, enfin, en tout cas c'est assez au nord, quoi. Il y avait encore de la neige d'après l'histoire qu'on nous raconte. Alors que si cette intervention n'avait pas eu lieu, il aurait probablement franchi le Rhône du côté d'Avignon ou Tarascon, il aurait plutôt longé la côte, mais bon, il a été obligé de faire ce coup. Enfin bref, donc des relations très étroites. Et au moment où on se situe, c'est-à-dire au moment où la ville va être attaquée par les Romains, en 124 avant Jésus-Christ, Rome est la puissance montante en Méditerranée occidentale, puisqu'en fait elle domine pratiquement tout le pourtour du bassin occidental de la Méditerranée. En 146 avant Jésus-Christ, elle s'est emparée de Carthage à l'issue de la troisième guerre punique. Tout à l'heure, je me suis trompé en parlant d'Hannibal, c'est la deuxième guerre punique. J'avais sauté celle de 260. Donc, il a pris Carthage et les possessions ibériques de Carthage. En 146, la même année, c'est moins connu, mais c'est important aussi, c'est la prise de Corinthe par Rome, qui était la dernière cité libre de Grèce. Donc la Grèce, toute la partie africaine de la côte africaine, la côte espagnole. Et en 133 avant Jésus-Christ, les Romains s'emparent aussi de Numance, qui était un peu l'entremont espagnol, c'était la capitale indigène des Ibères dans l'arrière-pays de Barcelone. Donc en fait, il n'y a qu'un petit morceau qui n'appartient pas à Rome, c'est la côte de Perpignan à Ventimille, la côte française actuelle, si je peux dire. Tout ça parce que, comme elle est tenue par les Marseillais, Rome peut y faire son commerce, ses échanges sans difficulté, donc il n'y a pas eu la nécessité de la conquérir, puisque c'est un allié très fidèle qui en est le gestionnaire. En effet, Marseille avait, après sa fondation, avait émigré, si on peut dire, avait elle-même fondé d'autres colonies, depuis l'Espagne et Anturias, pas loin de la frontière française, jusqu'à Monaco, sans doute, en tout cas Nice, c'est sûr, et puis aussi Olbia, à côté de Hyères, entre les Toulon, et puis Toroentum, qui était sans doute de Brusque, sur la commune de Cibourg, et puis enfin Agde, sur la côte languedocienne. Mais c'est là qu'on en arrive au troisième groupe de nos intervenants. Les populations indigènes ne sont pas ces sortes de Gaulois qu'on nous montrait sur nos livres d'école, qui vivent dans des cases en bois et qui passent leur temps à se disputer quand ils ne sont pas à la chasse. En fait, ces populations, entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et l'époque où on se situe, c'est 4 siècles et demi plus tard, ont évolué elles aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils restent comme ça, figés dans une espèce
de sous-développement. Et d'une part, elles ont évolué au contact de ces peuples plus civilisés qui étaient les Grecs. Vous voyez à Marseille comment ça se passait, ce que l'on faisait, ils avaient des échanges, etc. Et d'autre part, ils avaient leur propre évolution interne, qui est normale aussi. Et donc, ils se sont constitués de plus en plus en véritables petits États, avec des frontières, avec des impôts, des octrois, des taxes, des péages, etc. Et du coup, le commerce marseillais et romain à partir de Marseille se passe de plus en plus conflictuellement. Marseille essaye de s'en dépatouiller toute seule, et puis après fait appel à Rome une première fois en 154 avant Jésus-Christ. Là, l'expédition romaine, très peu documentée par les textes, parle d'une intervention dans la région de Fréjus contre des peuples qu'on appelle les Oxybiens et les Déciates. On ne sait pas très bien où les situer, mais grosso modo c'est l'Estérel et la région de Draguignan par là. Et en 124 avant Jésus-Christ, nouvel appel à l'aide des Marseillais. Or, à ce moment-là, Rome est depuis une dizaine d'années le théâtre de combats politiques très intenses, très violents même. C'est la période des Gracques. Peut-être quelques souvenirs de vos études d'histoire ou de latin. Caius et Tiberius Gracchus étaient deux frères qui étaient du parti de la plèbe et qui, pendant quelques années, ont réussi à exercer le pouvoir à Rome. Et donc, à ce moment-là, on cherchait de plus en plus de nouvelles colonies pour installer les vétérans de l'armée à qui on promettait, lorsqu'ils s'engageaient, lorsqu'ils connaissaient leur service, qu'à la sortie du service, ils avaient un lot de terre, etc. Et donc en Italie, on commençait à en manquer, parce que ça faisait quand même 3 ou 4 siècles que Rome s'étendait, c'était étendu aux dépens des cités grecques d'Italie du Sud, aux dépens des Étrusques au nord, aux dépens des Gaulois de la plaine du Pô, et commençait à manquer de place. Et donc des nouvelles colonies en Provence, ça leur déplaisait pas. Du coup, ils ne se sont pas tiré l'oreille pour intervenir massivement. Et donc, il y a une première bataille, première guerre, disons, qui se déroule en 124 sous les ordres d'un consul qui s'appelle Fulvius Flaccus et qui échoue. Il ne réussit pas à s'emparer de la ville de Thessalien. Et l'année suivante, le nouveau consul, c'est que les consuls étaient nommés année par année. Le nouveau consul, Caius Sextus Calvinus, il ne devait pas avoir beaucoup de s'empare réussit à remporter la victoire et s'emparer de la ville d'Essalien. Donc là, j'en arrive à un petit problème de localisation, parce qu'en fait, on peut, sur un plan tout à fait rigoriste, mettre en doute le fait qu'Entremont soit la capitale d'Essalien, parce qu'on ne nous dit pas, dans aucun texte, on nous dit où était cette capitale. On n'a jamais trouvé de pancarte, comme on a, nous, à l'entrée de nos villes, Jouques, on est à Jouques. Non, ça, on n'a pas, ça ne se faisait pas. Mais on n'a pas non plus d'inscription. Dans les villes romaines ou grecques où on avait l'écriture, il y a quand même très souvent une inscription qui parle du peuple, qui parle de la ville, parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Par exemple, Olbia a été identifié avec certitude. Olbia, donc c'était hier, c'est le territoire marseillais, Olbia, a été identifié avec certitude le jour où on a trouvé une inscription à l'honneur de je ne sais plus quelle déesse, offerte par les Castellani olbienses, par les châtelains d'Olbia, les habitants du château d'Olbia. Parce qu'à l'époque romaine, ces gens-là qui avaient eu un rempart à l'époque grecque étaient encore très fiers d'avoir gardé leur rempart, et donc ils s'intitulaient Castellani. Autrement, rien de tout ça, aucune inscription sur pierre. Les seules inscriptions qu'on a sont des petits graphites sur des tessons de poterie, mais ce sont des noms simplement de personnes qui étaient fiers de posséder tel vase, telle assiette, et qui marquaient leur nom dessus pour que le voisin ne leur fâche pas. Enfin bon, on peut supposer que c'est ça. En tout cas, les seules inscriptions qu'on a, c'est ça. Et donc, on ne sait pas où se trouve
strictement cette capitale, mais on sait quand même que les textes là-dessus sont précis, sont nets. C'est à proximité de cette ville, prise par les Romains, que Sextius a fondé Aquae Sextiae Saluviorum. Et là, il n'y a pas de doute, c'est Aix. Donc, comme Entremont est un important oppidum et qui se trouve tout près d'Aix, on peut penser qu'effectivement, c'est bien Entremont qui est la capitale. Mais il y a des sites importants comme Saint-Blaise, par exemple, qui se trouve près de Martigues, Constantine, que vous connaissez peut-être pas, qui est sur la commune de Lançon, près du château de Calissane, qui est dans les temps de Berre, sur une colline, qui pourrait prétendre, par simplement l'importance des vestiges, si on n'avait pas les textes, qui semble aussi important qu'Entremont. Et l'oppidum de la cloche? Oui, l'oppidum de la cloche, pourquoi pas aussi, c'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit. Et puis alors, il se prolonge jusque vers 50 avant Jésus-Christ, ce qui est, bon, c'est pas un argument nécessaire, mais enfin, oui, pourquoi pas. Et d'autre part, la titulature d'Aquae Sextiae complète dit Aquae Sextiae Saluviorum. Donc les eaux de Sextius et des Saliens. Ce qui montre bien, en général, lorsqu'on a une fondation romaine qui porte le nom d'un peuple, la ville s'installe sur les ruines de la capitale du peuple précédent. Alors, Entremont, on s'est un tout petit peu déplacé, sans doute à cause de l'attirance des eaux, des sources abondantes qu'il y avait en bas, mais c'est quand même très près. Voilà, dernier mot sur la situation. Donc le territoire que gouvernait cette petite ville s'étend sur deux bassins fluviaux. Ce sont deux fleuves, même s'ils sont tout petits. La Touloubre et l'Arc. Alors la Touloubre, tous les deux se jettent dans l'étang de Berre et ont leur source à l'est et courent vers l'ouest. La Touloubre prend sa source sur le plateau de Puricard, à peu près au niveau du château de Saint-Hippolyte, pour ceux qui connaissent les Venellois. Qui c'est que Venellois? Château de Saint-Hippolyte, ça vous dit? Oui, enfin, c'est par là. Et donc, en fait, le plateau de Puricard est une sorte de grande cuvette entre les collines où on est ici et la chaîne de la Trévaresse qui nous sépare de la Durance. C'est une grande cuvette. Et donc la Touloubre draine tout ça et descend vers Salon, etc. Et puis en contrebas, il y a l'Arc, qui est un fleuve un petit peu plus long, qui prend sa source à Pourcieux, dans le Var, pas loin de Saint-Maximin, et qui se jette aussi dans l'étang de Berre. Et donc le site est installé au contact de ces deux entités géographiques, la vallée de la Touloubre et la vallée de l'Arc, sur un rebord de plateau très escarpé, sur le côté sud et sud-est et sud-ouest, disons. Là, vous pouvez prendre le plan, vous verrez. Les abrupts sont assez bien dessinés. Vous n'avez pas le site en entier. Enfin, vous voyez que là, vous avez des abrupts sur le côté ouest, ici, et sur le côté sud. Sur le côté nord, la pente là est un peu exagérée. En fait, c'est juste ce petit talus qui a été dessiné là, sur le relevé. Dans la topographie naturelle, ça ne devait même pas exister. En revanche, on peut imaginer un fossé à l'emplacement du chemin devant les remparts. Donc, une disposition qu'on appelle en éperon barré, c'est-à-dire que la colline fait une sorte de triangle et on referme la base du triangle par un rempart puissant. Et entre les de part et d'autre, il y avait un vallon. Celui où passe la route, le départemental 14, qu'on appelle la route de Puricard, et l'autre chemin, je ne sais plus son numéro, qui est le chemin des Loves, qui est parallèle, et qui passe aussi par un petit vallon, qui isole bien le site. Le seul côté qui soit mal défendu, c'est le côté nord, il n'y avait pas de pente, et c'est là donc qu'on a fait les fortifications les plus puissantes que vous voyez là. Donc il faut imaginer, vous verrez tout à l'heure un plan plus complet sur le site, le rempart faisait 400 mètres de long, avec des tours tous les 20 mètres, donc ça fait une vingtaine de tours. Vous verrez tout à l'heure que le premier rempart était disposé de la même façon, et vous voyez que sur le plan vous avez enceinte 1,
puisqu'il y a d'abord une première ville, mais on en parlera tout à l'heure, qui était protégée par un premier rempart avec des tours plus petites, plus frêles. Et ensuite, il y a eu un agrandissement, on reviendra là-dessus tout à l'heure. D'après le volume des éboulis qui ont été enlevés pour fouiller le rempart, on a pu reconstituer sa hauteur environ à 7 ou 8 mètres, et avec des tours qui devaient certainement avoir 2-3 mètres de plus, donc jusqu'à 9 mètres, 9-10 mètres de tours. Ils sont conservés encore sur plus de 4 mètres dans la partie la plus haute. On n'a pas rajouté un caillou, hein, ça a été dégagé dans les années 50, simplement on a enlevé les éboulis. Tout simplement parce que cet endroit-là n'a jamais été cultivé après son abandon. Vu la taille des pierres, c'était très difficile de passer la charrue, bien sûr. Donc c'est plutôt à cet endroit-là qu'on jetait toutes les pierres que les charrues arrachaient des champs, donc ça protégeait plutôt que ça détruisait. Et pour bien comprendre ce phénomène, il faut penser à ce qui se passe lorsqu'un mur de cette nature s'effondre. Comme ce n'est pas un mur maçonné, il n'y a pas de mortier, c'est construit avec de la terre et de la pierre. C'est très rarement des pans de mire entiers qui s'effondrent. Hein. Vous voyez, il n'y a pas d'effondrement massif. C'est pierre après pierre, par l'érosion, par le travail des souches et des végétaux, les animaux qui passent, etc., les sangliers qui sortent, enfin bon, tout ça, pierre après pierre, les pierres tombent. Et donc vous avez un talus qui se forme au pied du mur, au fur et à mesure que le mur descend, le talus monte, et puis à un moment où ça ne s'effondre plus, parce que le talus tient le mur, jusqu'à ce que les archéologues arrivent et qui réenclenchent un nouveau cycle d'érosion. Leur travail après, évidemment, c'est d'empêcher que l'érosion détruise ce qu'ils ont dégagé. C'est ce qu'on fait en consolidant les murs, et vous verrez à l'intérieur du site qu'on est obligé, bien sûr, d'utiliser du mortier, là, parce que ces murs n'ont plus leur couverture, leur protection de surface qu'ils avaient à l'origine, où il y avait certainement peut-être une petite coursive couverte, ou alors un revêtement de terre qu'on renouvelait tous les ans, un talus, pour empêcher que l'érosion soit trop active. Et puis pour les maisons, bien sûr, pareil, il y avait des toitures, sauf qu'on n'a pas pu reconstituer parce que c'est compliqué, on n'a pas les moyens d'entretenir ce genre de choses. Donc on met du mortier, mais il faut bien savoir que normalement il n'y en avait pas. Le mortier de chaux n'apparaît qu'avec l'époque romaine, ou en tout cas au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains sont déjà là d'ailleurs. Par exemple à la cloche, on parle de la cloche, il y a une citerne bétonnée pour stocker de l'eau, qui est datée du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Bon voilà, on va entrer dans le site. Est-ce qu'on a une idée de la population? Ah, la population. On a deux moyens. D'abord, on a la superficie totale du site. Les sondages qui ont pu être faits montrent qu'il n'y a pratiquement pas d'espace vide. Tout est rempli de maisons. Alors après, il y a l'inconnu, combien ils étaient par maison. C'est très difficile à savoir. Bon, vous imaginez une famille, 5-6 personnes, mais est-ce qu'une famille avec plusieurs pièces? Vous voyez que très souvent, notamment dans la partie ancienne, les pièces ne communiquent pas entre elles, comme si c'était une case unique avec peut-être un étage, mais je ne sais pas. En tout cas, si on fait une sorte de règle de 3, on arrive à entre 2000 et 3000 habitants, ce qui est déjà pas mal pour l'époque. Arles, dans sa grande époque, avait 25 000 habitants, à l'époque romaine, 3 siècles après. L'autre élément, il est donné par les textes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on a tellement peu de choses que là, c'est exceptionnel. Un des textes antiques qui nous parle des épisodes de la prise d'Entremont, il nous dit que il y avait un clan comment ils les appellent déjà, enfin bon, des amis des Grecs parmi les Gaulois, et qui étaient partisans de collaborer, qui étaient contre la guerre, qui voulaient s'entendre, etc. Et d'ailleurs, le dirigeant de cette faction s'appelait Craton, qui est un nom grec. Alors, on ne sait pas si lui-même était grec, ou alors s'il était peut-être le fils d'un grec et d'une indigène, ou d'inverse, enfin bon, ça on ne saura jamais. En tout cas, il avait un nom grec qui est logique par rapport
à sa position. Et donc le texte nous dit qu'au moment de la prise de la ville, quand les gens se sont rendus, que tous les combattants ont été faits prisonniers, ce gars-là se fait connaître et en disant que voilà, lui il avait été partisan de collaborer avec les Marseillais et les Romains, que vous n'avez qu'à demander aux Marseillais, ils vous le diront, tout ça. Et le texte nous dit que cette faction comportait 900 personnes et qu'ils ont eu la vie sauve et le droit de recouvrer leurs biens. Alors on ne sait pas trop ce que veut dire ça, recouvrer leurs biens, ça veut dire dans les ruines récupérer quelques affaires et se tirer, ou bien réoccuper les lieux, ce qui est peut-être l'explication de la survie du site. C'est-à-dire que ces gars-là, ils auraient peut-être continué à habiter, ce qui expliquerait pourquoi on constate que le site est habité jusqu'en 90 avant Jésus-Christ. Et ça serait les enfants de ceux-là qui se seraient révoltés 30 ans plus tard, ça fait une génération, qui se seraient révoltés contre les Romains. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le chiffre, 900 personnes. Par rapport à une ville de 2000, 3000 habitants, ça constitue une minorité, certes, mais une minorité active suffisamment importante pour qu'on en parle dans le texte, parce que si ça avait été trois types, on n'en aurait pas parlé. Voilà, donc disons que les deux informations ne sont pas incohérentes, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est pas une démonstration mathématique. L'archéologie, c'est souvent ça, hein, on choisit la moins mauvaise solution avec les éléments qu'on a, jusqu'à ce qu'un nouvel élément vienne modifier le raisonnement. Du talus, hein, vous voyez, sa pente correspond grosso modo à la rage. Voilà. C'est autoprotégé. Voilà. Les pierres qui sont sur le parking, ça faisait partie de Racine, les grosses pierres qu'on voit sur le parking. Ah non, c'est des trucs qui viennent de Marseille. C'est un ancien fou de la bourse. Ah, d'accord. Et un jour, je ne sais plus qui c'est qui a décidé que Marseille avait gêné, il cherchait un terrain qui appartient à l'État pour le poser. C'est l'ancien port alors. Oui, voilà. C'était pour parler en fait de la porte. Ici bon, c'est l'accès actuel du site qui en fait anciennement était un accès dans les champs puisque les terrains étaient cultivés jusqu'en 1946, hein, c'était des champs et donc il fallait bien accéder avec les charrues, plus tard les tracteurs. Et en réalité la porte, on ne connaît pas de porte sur tout le rempart, sur toute la longueur du rempart. Comme vous savez, une porte dans un rempart, c'est le point faible. Donc il faut essayer de la mettre à un endroit où on peut bien la défendre. Et on pense qu'elle devait se situer à la pointe. En tout cas, vous voyez sur le plan que vous avez, c'est marqué d'ailleurs hein, à l'ouest du rempart, porte principale, elle devait se situer là. En tout cas, on a une voie d'accès numéro 6, elle s'appelle 45. Qui remonte vers le petit col où se trouve donc devait se trouver la porte. Voilà, l'accès se faisait comme ça. Et on peut imaginer que l'accès à la première ville se faisait selon le même principe, mais on ne l'a pas retrouvé, par une sorte de montée en rampe depuis le col, et ensuite un virage pour entrer dans une des rues est-ouest de cette première ville. Une seule porte alors? Peut-être qu'il y en a plusieurs. Ah, hein. c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Nous, on en connaît une. En fait, on en connaît une et demie, puisque côté sud, on ira la voir tout à l'heure, c'est tout à fait en bas, numéro 47 sur le plan. Et il y avait une poterne, mais c'était une porte avec un escalier, donc c'est pas entrer en charrette. Simplement un accès. Alors, Fernand Benoît, qui était un très bon connaisseur des baux de Provence, l'avait appelé la porte aiguière. Pour aller chercher l'eau, parce qu'il y avait une source en contrebas du site, côté sud, donc il a pensé que c'était cette fonction. Voilà, donc ça fait une porte et une poterne. Mais il y en a peut-être une autre à l'autre bout qui n'a pas été fouillée, hein, on ne connaît pas.
Alors, un petit mot sur l'histoire des fouilles. Alors, le site d'Entremont est connu, identifié comme site archéologique depuis 1816, lorsque des jeunes séminaristes d'Aix, en se promenant, ont trouvé des pierres sculptées qui étaient renvoyées dans un cabanon qui devait se situer à l'emplacement des tilleuls qui sont là-bas. Les cabanons ont disparu, les tilleuls sont toujours là. Mais ils ne sont peut-être pas aussi vieux que ça. Enfin bref, donc à cette époque-là, on avait transporté ces pierres au musée. Le musée se trouvait à l'époque à la et quelques trouvailles sporadiques sont comme ça signalées au fur et à mesure par les travaux agricoles au cours du XIXe siècle. Les premières fouilles sont entamées dans les années 1920 par Michel Clerc, chef du T-Rex romain. Mais rien de très sérieux jusqu'à ce que, en 1943, les Allemands annexent le site, une partie du site, pour y installer des radars pour la défense anti-aérienne. Donc là, c'est la zone ce qu'on appelle la zone libre qui est occupée, les Allemands s'installent. Ils réquisitionnent des ouvriers français pour faire des travaux, construire les maisons, les baraques qui sont là, qui nous servent aujourd'hui de dépôt de fouilles. Et à l'occasion de ces travaux, tout un lot de statues est découvert en creusant une citerne. Il n'y avait pas d'eau sur le site, mais en contrebas passait une dérivation du canal du Verdon. Vous savez, ces arcades qui sont à l'entrée d'Aix, sur la route de Venelle, c'était le canal du Verdon qui se divise en plusieurs branches, et une branche passait au pied, là, au pied du site. Et donc, avec des pompes, ils pompaient dans le canal et ils avaient comme ça un petit château d'eau pour avoir un peu de pression dans leur maison. Et en creusant la citerne, ils sont tombés donc sur ce lot de statues. On venait juste de créer en 1941 les directions des antiquités, parce qu'il faut savoir que l'organisation de l'archéologie en France est un héritage du régime de Vichy. Il y avait déjà c'était dans l'air depuis déjà quelques décennies. En 1913, lorsqu'on a créé la loi sur le numéro historique, il devait y avoir un volet archéologie. Mais le lobby des constructeurs, ça existait déjà à l'époque, avait réussi à faire capoter le projet. Et donc en 1941, comme il n'y a plus de députés, et que le ministre de l'Éducation nationale est un archéologue, Jérôme Carcopino, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit un livre qui est resté longtemps célèbre sur la vie quotidienne à Rome, retrouvé dans toutes les bibliothèques scolaires. Donc Jérôme Carcopino en profite pour faire signer par Pétain la loi sur les fouilles, qui organise l'archéologie et qui est toujours valable. Elle a été complétée à partir de 1995, à la mort de ce collectionneur. Il a légué sa collection au musée de Grenoble. Et donc on peut voir cette tête au musée de Grenoble, musée municipal de Grenoble, pas au musée Dauphine. Enfin bref, donc dès la Libération, Fernand Benoît fait entreprendre des fouilles et il localise ses recherches dans cette partie du site qui est le long de la clôture du terrain militaire installé par les Allemands, mais dont les Français ont pris la suite. L'armée de l'air française a utilisé les installations, c'était déjà tout prêt, les radars et tout ça, et ils ne voulaient pas partir. Donc Benoît, pour essayer de les coincer un peu, entreprend les fouilles, parce que après quelques années de sondage, en 1951, les terrains ont été expropriés au nom d'une utilité publique, et le site a été classé monument historique. En fait, ils avaient même des problèmes à cause de ça, puisque le sol des cases, pratiquement pendant toute la durée de l'occupation, ne bouge pas. On n'a pas des stratigraphies qui s'épaississent, parce que comme la toiture, elle, a un niveau fixe, on ne peut pas laisser monter le sol, sinon on se cogne la tête. Donc il y avait des nettoyages. Et le résidu des nettoyages était jeté dans la rue, qui elle, n'avait pas de plafond, donc on pouvait le laisser faire. Du coup,
très souvent le sol de la rue est plus haut que le sol des maisons, ce qui posait des problèmes d'inondation évidemment quand il pleuvait. Alors on voit très souvent des barrages, on voit des traces de planches qui mettaient pour empêcher l'eau, ou alors des pierres, quand ils essayaient de se protéger contre leurs propres bêtises. Le haut, moins les vestiges sont conservés par le fait d'une érosion naturelle pendant 2000 ans après l'abandon. Le site a été labouré et donc régulièrement la terre était amodie. Chaque fois qu'il pleut, la terre amodie, elle est entraînée un petit peu plus vers le bas et vous voyez qu'il y a une pente et donc la terre descend. Et quand la terre est descendue un peu, la chasse est de plus en plus fréquente, plus on va vers le sud de l'habitat 1. Voilà. Donc on va aller voir le plan sur le plan. C'est celui que vous avez. C'est ce qu'on appelle l'habitat 1. Et vous devinez là-bas la grande rue qui est le prolongement numéro 6, qui est le prolongement de la voie d'accès et qui sépare et ces cases, vous voyez qu'on ne communique pas entre elles. Il y a une porte par case. Dans quelques cas, on a la suppression. Ah oui. Vous avez trouvé? Oui. C'est une tour de guet comme il y en avait une ici sur Entremont d'ailleurs. Vous allez sur le plan, il est marqué tour médiévale. On en a fouillé les sous-bassements, remployés en cabanon. Et ça a été remplayé exactement. Il y a un talus très important. Du coup, on a quand même fait un mur. Il y a certains oppidans dans la situation identique qui ont des véritables falaises. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle les ports embarrés. Il y a juste un mur qui part entre deux falaises et puis on a un espace protégé par les falaises. Ici, les falaises ne sont quand même pas très escarpées. Donc on a fait un mur. Il a été retrouvé à pas mal d'endroits. Il se figure sur le plan, notamment sur le côté ouest. Mais ce mur ne comporte aucune tour. Il n'y en avait pas besoin. C'est donc un escalier, en fait, qui a été restauré après la fouille. Les 2 tiers du bas étaient presque complètement conservés, il manquait quelques pierres. Et il manquait 2-3 marches dans la partie haute qui avait dû s'effondrer avant que le site soit complètement recouvert. Une partie d'ailleurs des marches sont en fait les affleurements rocheux, par exemple la